Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 2 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors, aujourd'hui avant toute chose, je vous avoue qu'à la base, c'est pas du tout ça que j'avais en tête comme épisode 2. À la base, j'avais prévu même 2 autres podcasts un peu en mode intersaison, ou en tout cas à faire avant le début de la saison 2022. Mais le truc, c'est qu'en voyant la longueur de l'épisode 1 sur Luka Doncic, et en voyant que mon épisode suivant, que j'avais prévu à la base, commençait lui aussi à se rallonger pendant la préparation, je me suis dit, stop, changement de direction à la Doncic, on va plutôt partir sur un truc tranquille aujourd'hui, un truc plus court, plus cool. Du coup, en voyant arriver la saison à grands pas, je me suis souvenu qu'il y avait un petit sujet en particulier que j'aurais bien voulu traiter depuis même la fin de la saison passée, et ça concerne le Magic d'Orlando. Alors, vous notez au passage que c'est un double changement de vitesse et de direction. On passe de format très long à format court, mais on passe aussi de Luka Doncic, joueur le plus hype de NBA ou presque, au Magic d'Orlando, qui est peut-être la franchise la moins sexy de la ligue actuellement. Et qu'est-ce qui est intéressant à Orlando actuellement ? Eh bien, il y a des jeunes. Et du coup, il y a précisément un truc qui est en train de se mettre en place actuellement, ce sont des duels de jeunes joueurs. Bon, ouais, comme souvent, quand il y a un adage en NBA ou une idée reçue, je trouve ça important, en tout cas intéressant, qu'on se pose la question si en effet c'est légitime ou bien si c'est justement que ça, si ça n'est qu'une idée reçue. Et en l'occurrence ici, l'adage habituel voudrait que c'est jamais une très bonne idée de mettre en concurrence des jeunes à potentiel sur le même poste, parce que en réalité on risque de perdre les deux. Un jeune joueur, ça peut être assez fragile, et donc si on vient lui rajouter des embûches avec un autre jeune qui pourrait lui piquer la place, on risque de le perdre. Et même de perdre les deux. Or, qu'est-ce que le Magic est en train de faire pour cette année 2022 ? C'est précisément ça. Et même ils le font sur 2 postes clés en plus. À la fois sur le poste de meneur de jeu et sur le poste de pivot. À la main, on va avoir Jalen Suggs et Cole Anthony. Et dans la raquette, Mo Bamba contre Wendell Carter Jr. Donc, si on en croit l'adage, Orlando semble partir à la catastrophe. Ils auraient peut-être mieux fait de choisir un meneur et un pivot à développer plutôt que de partir comme ça. Et donc aujourd'hui, on va parler du Orlando Magic, mais aussi et même, surtout, de ces fameux duels de jeunes. Bienvenue dans le Basket Lab. Bon, alors déjà, qu'est-ce qui se passe à Orlando ? Bon, je vais vous faire la version courte. Ils sont nuls. Depuis quelques années, ils sont nuls. Alors, pas vraiment nuls, mais globalement, depuis 10 ans, ils sont assez nuls. Et notamment, cette nullité leur a permis d'avoir le 6e choix de la draft 2018, et donc de pouvoir sélectionner Mo Bamba. Bon, pour l'instant, Bamba a eu du mal à confirmer. Il est encore très jeune, et surtout, il était derrière Nikola Vucevic, titulaire, et en plus dans une franchise qui ne voulait pas trop accepter justement ses erreurs de jeunesse, mais qui plutôt visait les playoffs. Et donc qui préférait parfois avoir des backups vétérans un peu à la Khem Birch, donc plutôt miser sur la compétence avec un potentiel très limité, plutôt que d'accepter les erreurs que pourrait faire Mo Bamba en tant que très jeune joueur. Et puis justement, qu'est-ce qui s'est passé derrière ? Échange de Vucevic à la trade deadline 2021, et Orlando a récupéré un autre jeune pivot intéressant, c'est Wendell Carter Jr., lui-même en difficulté à Chicago pendant 2 saisons et demie. Et puis, à la main, Orlando a récupéré lors de la draft 2020 un certain Cole Anthony, avec le 15e choix de la draft, et puis rebelote en 2021, puisque c'est Jalen Suggs qui a été drafté, cette fois carrément, avec le 5e choix. Sachant qu'en plus de ça, on pourrait même rajouter Markelle Fultz, qui pour l'instant est blessé, mais mine de rien, qui a été prolongé pour un très joli montant de 16 millions la saison, donc c'est quand même pas rien, et qui surtout n'a que 23 ans. C'est extrêmement jeune, 23 ans. Ok, ça c'est Orlando. Et donc c'est vrai qu'il y a toujours un peu cette idée sur les top choix de draft, il y a toujours ce truc de, pour qu'ils grandissent convenablement, il faut qu'ils aient de la place de grandir. Et donc il ne faut pas qu'il y ait trop de concurrence. Pour ces joueurs draftés extrêmement hauts, on s'attend plutôt à ce qu'ils aient rapidement de gros temps de jeu titulaires pour pouvoir démontrer tout leur talent. Alors que pour des joueurs draftés plus bas, fin de premier tour ou deuxième tour, on ne se dit pas la même chose.
il y a toujours plus d'attentes sur des joueurs draftés très haut, et quand un joueur du top 10 débarque en NBA, eh ben, il a déjà un certain statut. Il a plus de considération de la part de son équipe. Alors, pour me faire un peu l'avocat du diable de cette idée et expliquer l'idée qu'il y a derrière ce raisonnement, en gros, c'est vrai qu'on accepte beaucoup plus qu'un jeune joueur soit en rotation avec un vétéran, puisque leurs timelines ne sont pas les mêmes, qu'avec un autre jeune joueur. Et même si le vétéran commence titulaire, c'est pas grave, parce que d'une part, ça peut laisser le temps au jeune de grandir s'il y a besoin. En plus, en lui apprenant le métier, entre guillemets, et cette fameuse notion de la transmission d'expérience. Et puis, d'autre part, il va bien finir par vieillir ou par décliner et à ce moment-là, laisser la place aux jeunes joueurs. Et c'est vrai qu'on accepte beaucoup plus ça, ce scénario-là, que le scénario inverse où le jeune joueur serait en compétition avec un autre jeune prospect. Parce que du point de vue de l'équipe, on perdrait la hiérarchie, donc ça pourrait pousser les jeunes joueurs en concurrence à faire un peu n'importe quoi, ou à vouloir forcer leur leadership ou leur place dans l'équipe, etc., etc. Ou bien à l'inverse, du point de vue du joueur cette fois, ça peut être considéré comme une compétitivité néfaste. Dans le sens où être en compétition avec un vétéran, bon, ça se comprend, le vétéran est meilleur et au final, le poste de titulaire est promis aux jeunes joueurs à terme, donc pas trop de pression de ce côté-là. Alors que si on met un jeune en compétition avec un autre jeune, mécaniquement, les deux sont susceptibles de se développer et donc le poste, au final, n'est plus promis à personne. Et donc, ce serait aussi de cette manière, en partie, que on perdrait en route certains jeunes joueurs. D'une part, l'instabilité dans la hiérarchie et le manque d'un vétéran pour transmettre son savoir-faire et son expérience, et puis d'autre part, la pression que ça peut amener en tant que très haut choix de draft de ne plus se voir promettre un futur poste de titulaire qui au contraire semblait être lié à ce statut de très haut choix de draft. Voilà un peu pour les gros défauts qu'on peut trouver à ce genre de duel de jeunes joueurs entre eux, qui donc serait quelque chose qu'on essaie de pas trop mettre en place. C'est vrai qu'on peut trouver des exemples de ce genre, de duels de jeunes joueurs qui sont révélés très néfastes pour les deux joueurs impliqués. Peut-être le plus récent, la draft 2016. La fameuse draft où Phoenix s'arrange pour drafter à la fois Marquis Chris et Dragan Bender. 2 postes 4. Évidemment, patatras, les deux ont été un échec. Ce qui, franchement, ça la fout mal quand même. Tu dépenses de très hauts choix de draft, donc quelque chose de très précieux sur 2 joueurs sur le même poste, mais au final, tu termines avec 0 poste 4 de qualité. C'est vrai que ça la fout mal. Autre exemple, il y avait le cas de Derrick Williams. Si vous vous souvenez, un espèce de poste 3-4 qui avait été le 2e choix de la draft derrière Kyrie Irving, mais qu'on a mis dans un effectif de Minnesota qui venait de drafter Wesley Johnson très haut, 4e également l'année d'avant, 4e choix de la draft 2010, et où il y avait déjà Michael Beasley qui sortait d'une très grosse saison sur l'aile, et Kevin Love également. Et effectivement, là encore, échec total. Tout comme pour Wesley Johnson d'ailleurs, qui n'a jamais rien fait, et comme pour Michael Beasley aussi. Et puis, autre exemple, peut-être même encore plus flagrant, on avait aussi eu l'exemple de Chicago qui draft en 2e et en 4e choix de la draft 2001, à la fois Tyson Chandler et Eddie Curry, donc 2 pivots. Et au final, pareil, échec. Bref, on a quand même pas mal de catastrophes industrielles, a priori. Mais bon, vous l'aurez peut-être déjà compris, je pense tout le contraire. Je suis pas trop d'accord avec cette idée qu'il faut essayer d'éviter les duels de jeunes joueurs à tout prix. Même, non seulement je pense que c'est pas une stratégie néfaste, je pense même que c'est carrément une stratégie très intéressante. Et en fait, je pense qu'à la base de ce raisonnement un peu erroné, qui voudrait dire qu'il ne faut pas trop faire de duels de jeunes joueurs entre eux, je pense qu'il y a un peu l'idée que chaque joueur à potentiel est censé devenir un super joueur. Et ça, je pense que c'est une erreur également de penser comme ça. Le problème qu'on a tous quand on parle de joueurs, et en particulier de jeunes joueurs, c'est vrai qu'on a toujours un peu tendance à les voir avec les yeux de l'amour. Et moi le premier, qui fait pas mal de scouting sur des jeunes joueurs, mais c'est vrai que c'est aussi le but. C'est d'évaluer le profil et d'imaginer le potentiel maximum. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a fait ça, on a souvent du mal à s'en détacher. Une fois qu'on a trouvé ce potentiel maximum théorique, on reste un peu accroché à cette idée. Alors qu'en fait, en réalité,
il faut essayer de se positionner autrement que lorsqu'on fait du scouting. C'est-à-dire que, très concrètement, quand j'ai fait les scouting reports de Mo Bamba et de Wendell Carter Jr., à l'époque, en 2018, et qu'on a cherché donc à les évaluer correctement, là ok, on a parlé notamment de leur possible développement et de la meilleure version possible de ces joueurs-là. Ça paraît logique. Mais maintenant, il ne faut pas se positionner dans le référentiel du joueur. Il ne faut pas voir ça à travers le prisme du joueur. Mais plutôt, il faut se positionner du point de vue de la franchise. Et quand on fait ça, quand on se met à la place de l'équipe et non plus du joueur, alors, du point de vue d'Orlando, c'est impensable de miser sur le fait que chacun de ses prospects, que à la fois Mo Bamba et Wendell Carter Jr., va atteindre son potentiel maximum. Attention, je ne dis pas que c'est impossible, je dis que c'est impensable de miser là-dessus, de partir avec cette idée en tête. Il faut vraiment réaliser et se persuader qu'on ne pourra jamais atteindre le 100% de réussite sur des prospects. On n'a jamais 100% de joueurs qui exploitent complètement leur potentiel. En réalité, c'est même beaucoup moins. Je crois que c'est Draft Express qui donnait la stat sur les joueurs il n'y a pas longtemps, mais les joueurs draftés dans le top 15, c'est même à peine 18% qui arrivent à devenir All-Star au moins une fois. 18%, c'est rien du tout. C'est moins de 1 sur 5. Alors que là, on parle quand même du top 15, donc des prospects les plus talentueux qui existent. Donc, vous voyez bien que 1 sur 5, si on reprend le cas de Orlando avec Jalen Suggs, Cole Anthony, Wendell Carter Jr., Mo Bamba et Markelle Fultz, ben le scénario le plus probable, c'est que seulement un de ces 5-là se développe en un joueur All-Star. Encore une fois, il faut essayer d'une part d'être convaincu que c'est impossible que tous les jeunes joueurs exploitent à fond leur potentiel maximum, c'est pas possible, et d'autre part, il faut aussi essayer de se placer du point de vue de la franchise. Or, d'après ce qu'on vient de dire, 18% de réussite à peine sur les top prospects, de ce point de vue-là, ça semble du coup extrêmement logique que la franchise cherche à accumuler ce genre de joueurs pour essayer de multiplier ses chances d'avoir au final un très bon joueur. Au moins un. Ou pour essayer de le reformuler autrement, la stratégie du Magic d'Orlando ne sera pas une réussite si et seulement si chacun de ces 5 prospects deviennent All-Star ou deviennent des titulaires en puissance. C'est pas ça la seule condition pour que la stratégie soit un succès. Si dans 5 ans, le Magic s'en sort avec par exemple Cole Anthony en titulaire et Wendell Carter Jr. en titulaire, avec peut-être un des deux All-Stars, et que les autres se sont plantés, la stratégie globale d'Orlando sera une réussite. Je pense qu'il faut vraiment se placer du point de vue de la franchise et également se détacher de l'idée que chaque prospect doit absolument devenir un top joueur. Ça, c'est juste impossible, c'est impensable. Puisque là, c'est vrai que ce que vous pourriez me rétorquer, dans mon scénario où j'imagine Cole Anthony et Carter Jr. en titulaire, vous pourriez me dire que c'est le fait d'avoir mis tous ces jeunes en compétition, c'est peut-être sans doute ça qui a fait que Jalen Suggs s'est planté, que Mo Bamba s'est planté et Markelle Fultz aussi. C'est peut-être ça. Mais si ça se trouve, même sans la concurrence de Cole Anthony et Wendell Carter Jr., même si on avait fait jouer Jalen Suggs et Mo Bamba 30 minutes par match, si on les avait intronisés titulaires en les chouchoutant, en les câlinant et en faisant tout pour que eux se développent bien, même là, peut-être que Jalen Suggs et Mo Bamba auraient pu se planter. Même en faisant tout bien, en les laissant seuls, en les laissant grandir tout seuls et sans concurrence, peut-être qu'ils auraient quand même pu se planter. Et dans ce cas-là, donc, tu te retrouverais avec 2 joueurs en échec, et puis plus rien à côté. Alors que tu aurais pu dans le même temps essayer d'en développer 2 autres, et au final, peut-être sortir du lot avec au moins une réussite. Vraiment, je sais que c'est très difficile à admettre, en tout cas pour moi ça l'a été pendant très longtemps, mais il faut vraiment arriver à entendre et à se convaincre que le 100% de réussite n'existe pas. Malheureusement, il y a du déchet dans le lot, il y a des échecs, et même, il y en a malheureusement énormément. D'ailleurs, à cet égard, je pense que le cas de Oklahoma City a un peu tout détraqué au niveau des attentes du grand public. Vous savez, la fameuse équipe de OKC, la première après le déménagement à Seattle, donc, ça a été une équipe où, littéralement, tous les choix de draft ont réussi. Mais vraiment tous. 100% des prospects se sont développés en de bons joueurs. Alors, à des niveaux plus ou moins grands, bien sûr, mais il n'y a eu aucun échec retentissant.
il y avait Kevin Durant, James Harden, Russell Westbrook, évidemment, top du top. Serge Ibaka était très très bon aussi également, mais même Jeff Green, qui n'a pas du tout jamais eu la stature des autres, ni même celle de Ibaka peut-être, mais Jeff Green, c'est pas un bust. Au moment où Oklahoma City s'en sépare, ça reste encore un jeune très talentueux, avec beaucoup de potentiel, et qui n'était pas un bust, qui était un contributeur quand même. C'était pas un mec qui ne pouvait pas être sur le terrain. Et comme en plus, techniquement, même s'ils étaient en concurrence, tu peux arriver plus ou moins à les faire jouer ensemble, hein, que ce soit Westbrook et Harden en tant que porteur de balle, et Kevin Durant, Jeff Green et Ibaka sur les postes 3, 4, 3, 4, 5 même, tu peux arriver à tous les faire jouer ensemble ou quasiment. Je pense que ça a vraiment créé un précédent dans l'esprit des gens que parvenir à drafter un 5 majeur ou quasiment un 5 majeur avec seulement des choix de draft, eh bien c'est possible. Ça a vraiment, je pense, créé ce précédent-là que tu peux faire ça. Or, ça n'arrive jamais. Le cas de Oklahoma City, c'est l'exception. C'est pas la règle. On peut reprendre chaque équipe de jeunes de ces 10 ou 15 dernières années. Parmi les 4, 5 ou 6 prospects qu'une franchise en totale reconstruction peut choisir, il y a forcément du déchet. Mais le truc, c'est qu'avec OKC, il n'y en a pas eu. Il n'y a eu aucun déchet, aucune catastrophe industrielle. Alors, en partie, OKC n'a pas eu de déchets aussi parce qu'en partie, ils sont excellents en termes de développement de joueurs, ça c'est vrai, mais en partie aussi parce que OKC a eu de la chance, et une part de chance, de hasard total. En l'occurrence, le hasard d'être tombé sur des joueurs qui sont capables de se développer. Et le problème, c'est qu'ensuite, le consensus collectif a eu plutôt tendance à voir ça, non pas comme l'anomalie statistique que c'était, mais au contraire comme une jurisprudence, comme la marche à suivre, comme vraiment l'étalon et l'objectif à atteindre. Alors que pour le coup, avoir autant de réussite, c'est du jamais vu, et c'est surtout quelque chose sur lequel on ne peut pas parier à la base. A l'inverse, je peux vous citer un exemple de duel de jeunes joueurs qui est un véritable succès, alors même que la franchise n'a pas eu 100% de réussite sur chacun de ses prospects. Et c'est le Jazz avec Rudy Gobert. À l'époque, quand le Jazz tourne la page de la période Al Jefferson et Paul Millsap, il se retrouve avec Derek Favors, encore très jeune, 3e pick de la draft 2010, Enes Kanter, très jeune également, 3e pick de la draft 2011, et Rudy Gobert qui vont récupérer quelques mois plus tard à la draft 2013. Bon, oui, sur les trois, le Jazz ne s'en est pas tiré avec 100% de réussite. Mais de ce duel qu'on a vraiment pu suivre pendant 2-3 saisons, Utah est ressorti avec un vainqueur très clair. C'était Rudy Gobert. Encore une fois, l'important pour le Jazz, c'était pas d'avoir 3 pivots de très haut niveau, mais au moins d'en avoir un. Or, en 2013, ils ne savaient pas lequel ça allait être, et en 2017, c'était très clair. Et quand tu mets en concurrence 3 jeunes joueurs et que tu en retires un pivot titulaire défenseur de l'année, je pense qu'on peut dire que la stratégie est payante. Même s'il y a eu du déchet, même si tu as perdu de la valeur et que tu n'es pas arrivé à développer Enes Kanter et Derek Favors autant qu'il aurait pu, la stratégie elle est quand même payante. Tu retires un pivot titulaire défenseur de l'année. L'opération duel de jeunes et on va chercher un titulaire en tant que pivot, elle a complètement réussi. Pour faire le parallèle avec Orlando, la réussite du projet, à mon avis, ce ne sera pas du tout si à la fois Wendell Carter et Mo Bamba sont All-Stars. Déjà en avoir un des deux qui émerge comme un super titulaire NBA, ce serait déjà génial. Et ce sera une réussite, même si l'autre échoue lamentablement. Bon, maintenant, sur l'idée que c'est précisément le fait d'avoir un duel de 2 jeunes joueurs sur le même poste qui crée l'échec et qui entraîne qu'aucun des deux ne réussisse, et qu'en gros, c'est l'idée que si on chasse 2 lièvres à la fois, ça conduit forcément à l'échec, là encore, je pense que c'est faux. Je pense que c'est totalement faux. Même, au contraire, plus que toute autre chose, je pense que ces duels de jeunes joueurs où il n'y a pas de hiérarchie déjà établie ou de statut particulier, je pense que même, carrément, c'est aussi surtout un magnifique révélateur pour ces jeunes joueurs. Et en particulier, d'une caractéristique qui est capitale, c'est le mental.
Encore une fois, hein, le raisonnement qu'il y a derrière cette idée comme quoi ça fragiliserait le joueur mentalement et ça l'empêcherait de s'affirmer et de se développer, pour moi, ça c'est pas vrai. En tout cas, pas totalement. Dans le sens où je pense que c'est plutôt un moyen de faire le tri qu'une vérité absolue. On peut pas énoncer ça comme une fatalité que n'importe quel joueur qui subirait ça va forcément finir par échouer. Ça, on peut pas dire ça. C'est pas vrai dans l'absolu. Et donc, c'est pas vraiment l'épreuve en elle-même qui est fatale. Pour moi, c'est plutôt un véritable révélateur et un moyen de faire le tri. C'est-à-dire que ça permet de savoir qui est assez fort mentalement pour survivre à ça et qui ne l'est pas. Pour moi, c'est plutôt ça. Pour moi, c'est plutôt un outil qui va permettre effectivement que dans le lot, il y en a qui vont échouer, mais dans le lot, il y en a aussi qui vont réussir, plutôt que des conditions dans lesquelles tout le monde échoue. C'est vraiment pas le duel de jeunes en lui-même qui entraîne les échecs. C'est le duel de jeunes qui fait que certains échouent, mais qui nous montre aussi d'autres qui réussissent. Si on prend un peu l'exemple de Marquis Chris et Dragan Bender à Phoenix, c'est pas le fait en lui-même d'avoir été mis en concurrence très jeune qui les a fait planter. C'est plutôt que, à la base, aucun des deux n'avait le mental pour affronter ce genre d'adversité. Tout type d'adversité, et notamment celle très dure du plus haut niveau NBA. Et que, du coup, eux n'y ont pas survécu, parce qu'ils n'avaient pas le capital de base pour y survivre, mentalement. Et d'ailleurs, on a bien vu ensuite que, en dehors de ce contexte de Phoenix, en dehors de cette concurrence de jeunes joueurs sur le même poste, ils n'ont jamais rien fait non plus. Alors que pourtant, ils avaient le même talent pur que le soir de la draft. Et qu'ils étaient dans des conditions différentes. Et c'est un peu pareil pour Derrick Williams, qu'on a évoqué tout à l'heure. Après son passage très compliqué à Minnesota, où effectivement on lui a pas trop donné de place, en fait, il a rien fait derrière non plus. Être une star, d'accord, il l'a pas été, mais il a même pas su trouver un rôle limité dans une rotation de 7e, 8e homme. Même ça, il l'a pas fait. Il a complètement disparu. Alors que du talent pur, il en avait à en revendre. Autre exemple, lorsque Utah draft Trey Burke en 2013 et Dante Exum en 2014. Au final, aucun n'a réussi à s'imposer comme le meilleur titulaire du Jazz, mais c'est pas à cause du duel en lui-même. C'est d'abord et avant tout parce que chacun a ses limites dans le jeu ou mental et que chacun s'est planté. Probablement que même si Utah n'avait drafté que Trey Burke, par exemple, peut-être qu'il n'aurait pas réussi non plus. Même probablement qu'il n'aurait pas réussi non plus. Donc pour moi, il y a deux conséquences directes à ça. Premièrement, c'est pas grave de perdre un jeune joueur là-dessus. S'il n'est pas capable de résister à ça, à cette adversité qui, d'ailleurs, vous noterez, n'est pas si grande que ça, c'est pas grave parce que ça veut dire que sans doute, de toute façon, il n'avait pas le mental pour passer les étapes d'après et pour vaincre l'adversité encore plus grande des étapes d'après. Donc c'est en ça que je disais que ça aide à faire le tri, parce que, mine de rien, ça nous permet de révéler qui est capable d'y résister et qui ne l'est pas. Et puis, surtout, deuxièmement, ce qui est génial, c'est que ceux qui en ressortent vivants, au contraire, ça veut dire que eux sont hyper blindés. Si tu perds en route Cole Anthony à Orlando parce qu'il n'est pas arrivé à se développer dans cette concurrence, c'est pas hyper grave, mais surtout, si Jalen Suggs s'impose, ça veut dire que, a priori, il a vraiment ce qu'il faut, lui. Qu'il a le capital mental nécessaire pour jouer au plus haut niveau dans un rôle majeur en NBA. Pour aller à l'étape d'après encore. Pas juste pour s'imposer comme le titulaire et gagner le poste, mais pour carrément devenir un des meilleurs joueurs de NBA. En tout cas, un des meilleurs à son poste. Et alors, d'ailleurs, au passage, vous pourrez noter que c'est exactement ce qui se passe avec les joueurs draftés beaucoup plus bas. Les top picks, les joueurs draftés très haut, ils arrivent directement avec un certain statut, la plupart du temps, mais ceux qui sont draftés plus tard, eux, ils n'ont pas ce genre de considération, de temps de jeu garanti, et ainsi de suite. Et au final, ceux qui réussissent, c'est ceux qui, dans l'adversité et dans la concurrence, arrivent à tirer leur épingle du jeu. Tous les joueurs draftés en fin de premier tour, au deuxième tour ou carrément non draftés, ceux qui réussissent en NBA, ils sont forcément passés par cette adversité-là, par cette incertitude. Parce que de base, personne ne leur avait promis un poste. Ils étaient même plutôt en concurrence et plutôt pas favoris pour gagner leur place. Et donc, l'intégralité des joueurs draftés très bas ou pas draftés du tout qui réussissent, ce sont des joueurs qui sont capables d'affronter cette adversité, que la concurrence n'affecte pas tant que ça, ou en tout cas qui sont capables de passer outre
pour se développer. Et bien en fait, ça paraît tout con, hein, mais c'est pareil pour les joueurs draftés très haut. Ceux qui réussissent, ce sont ceux qui sont capables mentalement de s'imposer dans leur équipe. Mais la seule différence, finalement, c'est que quand un top choix de draft échoue, on le remarque. Alors que pour les autres, pas du tout. On se souvient tous que Mario Hezonja, Dragan Bender ou Dennis Smith Jr. se sont plantés, mais personne ne rappelle que Clay Anthony Early s'est planté, Tony Roten, Tyler Ennis, Dakari Johnson, Ray McCallum, etc., etc., Carrick Felix. Personne ne se rappelle qu'eux se sont plantés. Le mental, pour moi, ça reste le gros angle mort du scouting. Et notamment pour nous, parce qu'on n'a aucune information à ce sujet. On n'a aucun moyen d'évaluer le profil mental et la psychologie d'un joueur. Au contraire, nous, on a à disposition des matchs à analyser, et donc on le fait. Et par conséquent, on parle du joueur sous l'angle du jeu et de son profil sur le terrain, mais souvent on oublie, ou en tout cas on ne connaît pas le facteur déterminant qui est le facteur de la force mentale. Quel joueur est capable de survivre à l'adversité, et au contraire, qui ne l'est pas? Donc ces fameux duels de jeunes joueurs, ça peut faire partie, à mon sens, de ces éléments qui peuvent servir de révélateurs sur ce critère en particulier, le mental. Pour essayer de le formuler autrement, vous savez, il y a cette fameuse phrase « La nature a horreur du vide ». Et en particulier, par exemple, l'air, plus il y a de la place, plus il en prend. Et j'ai l'impression que parfois, dans notre manière de concevoir les meilleurs prospects de NBA et de les chouchouter un peu, il y a un peu cette idée qu'il faut leur laisser du vide pour qu'eux ensuite puissent grandir et prendre cette place. Et qu'au contraire, même si on ne leur laisse pas assez de vide, pas assez de place pour grandir, par exemple en lui mettant un concurrent du même âge dans les pattes, du coup, il ne pourra pas grandir. Il sera bloqué. Il n'y aura pas de place, à prendre. S'il n'y a pas la place de grandir, il ne pourra pas grandir. Alors qu'en fait, je pense que c'est l'inverse. Les bons joueurs NBA, ils ne se contentent pas simplement de ce qu'on leur donne. Le bon joueur, il est censé créer cet espace-là, même quand il n'y a pas du vide. Il est censé créer ça pour lui en repoussant ce qui le gêne. Même s'il n'y a pas d'espace vide à prendre, le bon joueur, il le prend quand même. Et tous ceux qui réussissent, c'est ceux-là. C'est ceux qui arrivent à passer outre cette adversité. En fait, on prend vraiment le problème à l'envers. C'est pas du tout on va donner tant à ce prospect et il va réussir. C'est plutôt ah tiens, ce joueur commence à faire d'excellents trucs, donc pour le bien de l'équipe, ça semble naturellement logique ou voire même impératif de continuer à lui en donner de plus en plus. C'est ce qui s'est passé avec Rudy Gobert, par exemple. Gobert est aujourd'hui un des tout meilleurs joueurs de NBA, mais il n'est pas devenu une superstar parce qu'on lui a donné 40 minutes par match et on lui a dit « tu peux être une superstar, vas-y ». Au contraire, Gobert il a fait de très bonnes choses sur le temps de jeu qu'on lui a donné petit à petit, à tel point qu'au bout d'un moment, les mecs à Utah, ils ont vu ça, ils ont dit « non mais, en fait, il nous apporte une valeur notamment défensive qui est extraordinaire, il faut le faire jouer plus, quoi ». Aujourd'hui, il a un statut de star, il a 35 minutes par match, etc., etc. Mais on lui a pas donné ça de base en lui disant « vas-y, prends cet espace ». On lui a donné un peu et lui n'a cessé de repousser les limites, se développer et augmenter l'espace qu'on devait lui donner pour le bien de l'équipe. Et l'autre exemple que je prends toujours, c'est Russell Westbrook, qui a ses défauts mais qui a une qualité extraordinaire, c'est le mental. Niveau skills et niveau potentiel, Westbrook à la base se fait drafter en tant qu'un arrière 3&D à l'époque, et pas du tout comme un futur meneur titulaire, et pas du tout comme un futur scoreur star de NBA. Mais le truc, c'est que Westbrook ne s'est jamais contenté de ce qu'on lui a donné. Il a toujours réclamé plus, et surtout, il a toujours mérité plus de par son développement. Et lui, l'adversité et la concurrence, Westbrook, il s'en tape. Peut-être même un peu trop, mais en tout cas, il s'en tape. Westbrook, la concurrence, il en a rien à carrer. Mais vraiment rien. Ça l'a pas du tout affecté psychologiquement et ça l'a pas empêché même de repousser les limites qu'il avait et de prendre la place qui, à la base, ne lui était pas forcément promise.
Bon, et puis, dernière chose que je voulais évoquer, dans le cas où effectivement il commence à ne plus y avoir assez de place pour les deux joueurs, ce n'est pas un échec. C'est même tout le contraire. C'est que la stratégie est une énorme réussite. C'est-à-dire que si réellement, dans un duel de deux jeunes joueurs, on arrive à un point où on regrette de ne pas pouvoir les faire plus jouer, ou ne pas pouvoir leur donner plus de place au sein de l'équipe, eh ben ça veut dire que les deux auront atteint le stade où ils sont capables de prendre énormément de place, et donc ça voudra dire que les deux jeunes auront réussi à se développer pour devenir de bons joueurs. Et là, exemple très concret, et même assez récent, c'est lorsque Denver a réussi à mettre en place son duel de jeunes pivots entre Nikola Jokic et Jusuf Nurkic. Au début, Nurkic partait avec un petit temps d'avance, mais on a vu que très rapidement, Jokic a comblé l'écart, et au final, on s'est bien rendu compte qu'il n'y avait plus assez de place pour les deux, pour que les deux puissent continuer de se développer. Mais notez bien que s'il n'y avait plus assez de place, c'est parce que les deux étaient de bons joueurs, qui pouvaient et qui voulaient prendre plus de place. Si seulement un des deux s'était développé et était devenu un bon joueur, il n'y aurait pas eu ce problème. On aurait juste fait jouer celui-là et l'autre, on s'en fiche. Donc en réalité, ne plus avoir assez de place dans son effectif pour que deux joueurs qui sont en duel sur le même poste puissent continuer de grandir, en réalité, c'est un bon problème à avoir, ça. Un excellent même. Bon, ça reste quand même un problème, mais un problème de riche. Il vaut mieux ça, la situation de Denver, que celle de Phoenix où il y avait toute la place à prendre, pour le coup, mais que ni Chris ni Bender n'étaient capables de la prendre. Mais mine de rien, c'est vrai que ça nous amène quand même sur un autre point important de ces duels de jeunes joueurs, c'est que effectivement, si ça réussit, il faut être capable de les faire fructifier. Finalement, le développement des jeunes joueurs n'est qu'une partie du travail. Et là, il y a deux cas de figure. Soit les deux joueurs sont capables de jouer en même temps sur le terrain, donc par exemple Jaylen Brown et Jason Tatum. Là, c'est génial parce qu'il n'y a pas besoin de choisir. Plus dans le jeu NBA actuel, plus il y a de déliés polyvalents, mieux c'est. Donc, super pour Boston, jackpot total. Et même chose, par exemple, avec Damian Lillard et CJ McCollum, qui ont été draftés 2 années consécutives, mais qui peuvent totalement cohabiter dans un backcourt. Donc là, pareil, il n'y a pas à choisir. Donc, soit on est dans ce cas de figure où les deux sont capables de jouer en même temps, soit on est dans un autre cas, celui où les deux joueurs ne peuvent pas trop cohabiter ensemble. Par exemple, sur le poste de meneur de jeu, 2 vrais meneurs de jeu ensemble, ça peut coincer en termes de nombre de ballons à prendre, mais aussi et surtout 2 gros pivots, comme c'était le cas à Denver. Là, effectivement, dans le jeu NBA actuel, 2 pivots, c'était pas possible. On ne pouvait pas en décaler un poste 4. Il faut faire un choix. Mais donc, une fois que tu fais ce choix, il faut savoir en tirer profit. Et dans le cas de Denver, c'est vrai que je pense qu'eux ne s'en sont pas si bien tirés que ça, malheureusement. En échange de Nurkic, à l'époque, ils avaient eu un Nurkic qui était très jeune et prêt à assumer un rôle de titulaire. Denver n'avait eu que Mason Plumlee à l'époque, en retour. Donc, pour le coup, ils avaient très bien mené le duel des jeunes joueurs. Ça avait très bien marché, puisque tu te retrouves avec 2 joueurs prometteurs qui peuvent être titulaires. Mais ensuite, le problème, c'est qu'ils n'avaient pas su tirer de gros bénéfices de cette situation pourtant potentiellement très avantageuse. Et d'ailleurs, ils ont fait un peu rebelote quelques années après où on a vu que Malik Beasley et Hernan Gomez avaient réussi à grandir dans un effectif qui était pourtant très dense, mais pourtant, Denver n'avait pas non plus à l'époque eu grand-chose en retour. Bon, après, il y a toujours pire que Denver. Notamment, souvenez-vous, les Sixers de Brian Colangelo. Le régime d'avant avait mis un duel de jeunes en place entre Nerlens Noel, Jahlil Okafor et Joel Embiid, simplement parce qu'à l'époque, Sam Hinkie avait pris à chaque fois le meilleur prospect disponible, et donc duel de jeunes, ça semble assez logique, mais le problème, c'est que Sam Hinkie, qui était un maître des négociations et des échanges, n'était plus là, et Colangelo n'a pas su en tirer profit de ce duel. On a Okafor qui décroche complètement, Embiid qui évidemment devient monstrueux, il ressort le grand vainqueur du duel avec le poste de titulaire en main, mais par contre, pour Nerlens Noel, ils ont un peu merdé. Noel avait fait d'excellents débuts en NBA quand Joel Embiid était blessé, mais Philadelphie a un peu trop tardé à l'échanger, tout en ne le faisant plus trop jouer dans le même rôle et avec le même statut évidemment, et au final, Nerlens Noel est échangé à Dallas contre rien du tout. C'est-à-dire que c'est dommage, mais Philadelphie avait réussi le pari d'avoir plusieurs prospects qui devenaient des bons joueurs, mais ensuite, ils n'ont pas réussi à transformer la valeur de Nerlens Noel en quelque chose.
Ils ont même laissé la valeur de Noël aller à 0. Donc c'est vrai que ça reste un point très important. Et donc potentiellement, effectivement, peut-être un obstacle, en tout cas une épreuve à être capable de franchir lorsqu'on met en place ces duels de jeunes. C'est qu'ensuite, il faut savoir en tirer profit. Bon, d'autres exemples, on peut aussi revenir encore une fois, encore et toujours, à Oklahoma City, avec l'échange de James Harden et l'échange de Jeff Green. D'abord, il y a l'échange de Jeff Green, une fois qu'on a vu que Kevin Durant était la star incontestée, qu'il préférait être sur le poste 3 et qu'on avait Ibaka et un pivot, il n'y avait plus trop de place pour Jeff Green, donc Jeff Green échangé contre Kendrick Perkins. Dans la NBA de l'époque, en 2011, avoir ce genre de pivot, c'était encore un peu utile, mine de rien. Donc là-dessus, le front office a bien fait fructifier le duel de jeunes pour en avoir une vraie valeur qui était Kendrick Perkins. Et puis évidemment, il y a eu l'échange de James Harden. Même si, là encore, ils ont un peu déconné en l'échangeant contre pas grand-chose. Mais vous voyez bien que, en tout cas dans la théorie, un front office qui se retrouve avec Russell Westbrook, Ibaka et Kevin Durant dans son effectif et qui a les moyens d'échanger James Harden contre quelque chose pour renforcer l'équipe, c'est quand même une situation assez extraordinaire. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'avantages à mettre en place ces duels de jeunes joueurs. D'abord, la probabilité qu'un jeune joueur, qu'un jeune prospect devienne un très bon joueur, elle est assez faible. Donc, déjà, si tu en as plusieurs, tu augmentes tes chances, au final, d'en avoir au moins un qui est bon. Premier avantage. Deuxièmement, si les deux deviennent de bons joueurs, tout simplement, un des deux peut servir de valeur marchande, si vraiment. Et puis, troisièmement, on ne l'a pas dit encore, mais il y a un énorme avantage contractuel. Avec des contrats rookies, l'équipe a le droit de dépasser le salary cap pour les faire prolonger. Donc ça, c'est un atout assez incroyable en termes de construction d'équipe. Si tu as les droits du joueur, tu peux le faire prolonger en dépassant le salary cap. C'est quand même génial. Finalement, on retient beaucoup les exemples d'échecs, mais des exemples de duels de jeunes qui sont de véritables succès, il y en a des tonnes. On a parlé un peu de Oklahoma City, on a parlé de Denver avec Nurkic et Jokic, il y a Philadelphie avec Embiid, Noel et Okafor, mais par exemple, on a aussi le cas des Brooklyn Nets, avant l'arrivée du Big Three. Et notamment, ils avaient mis en compétition plusieurs jeunes porteurs de balles, sans qu'il y ait de hiérarchie trop établie. Et bon, il y a eu du déchet, notamment avec Nick Stauskas, par exemple, qui sont pas arrivés à relancer. Mais il y a eu aussi et surtout le développement de Spencer Dinwiddie, qui est devenu un très bon joueur, celui de Caris LeVert et celui de D'Angelo Russell. Donc, pour le coup, les Nets de cette époque-là, niveau duel de jeunes qui tourne bien, c'est pas mal. Pourtant, à la base, il n'y avait aucune hiérarchie établie, on a juste laissé faire et effectivement, il y a eu du déchet, mais il y a eu aussi des joueurs qui sont arrivés à se développer dans cette concurrence. Et même, le plan a plutôt bien marché, puisque si on fait le bilan, Caris LeVert a servi dans l'échange de James Harden et D'Angelo Russell dans celui de Kevin Durant. Donc là, en plus, Brooklyn a parfaitement su faire fructifier ce duel de jeunes joueurs. Dans le cas de Orlando, si un jour se pose un problème de temps de jeu ou de statut entre Jalen Suggs et Cole Anthony, ou entre Mo Bamba et Wendell Carter Jr., c'est que l'opération aura été complètement réussie. Ça voudra dire que le Magic aura sous la main de très bons joueurs qui sont capables d'encaisser un plus gros statut et plus de responsabilités. Mais ça, c'est une très bonne chose. Et à partir de là, si vraiment Suggs et Anthony ou Bamba et Carter Jr., si vraiment ils ne peuvent pas cohabiter dans le jeu, ce qui d'ailleurs en plus n'est même pas forcément le cas, si vraiment, tu peux monter des échanges pour choisir de garder le joueur que tu estimes le plus prometteur et utiliser la valeur marchande de l'autre pour renforcer l'équipe. Bon, il y a aussi le scénario où aucun ne réussit. Mais bon, en tentant ta chance sur autant de jeunes prospects à la fois, je pense que Orlando a quand même plus de chances de se retrouver dans 5 ans avec au moins un meneur titulaire ou au moins un pivot titulaire de bon calibre. Si ce n'est les deux. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode et de l'avoir écouté jusqu'au bout. C'est vrai que cette fois c'était plus facile d'écouter jusqu'au bout. Bon, je suis assez content de moi, on a fait un épisode assez court. C'était l'objectif. On a dit quand même des trucs assez intéressants, j'espère en tout cas. Donc c'est pas mal. Et
On se retrouve la prochaine fois pour ce qui était à la base l'épisode 2, mais qui sera l'épisode 3, hein, c'est pas très grave. On va parler la prochaine fois de Nikola Jokic et de sa saison historique MVP 2021. Sur ce, encore merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à partager le podcast si vous a plu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.